Carlos Sanchez, 71 ans, trouvé dans un fauteuil roulant sur une rue animée de Barcelone. Il s'avéra de manière inattendue qu'il était décédé 2 mois auparavant. Sa femme Inès est pourtant convaincue. Carlos dormait seulement. Comment cela a-t-il pu passer inaperçu si longtemps? Cal del Consell de Sang, Barcelone. Une soirée chaude du 5e juin 2024. La police reçoit un appel d'un voisin inquiet. Devant l'entrée d'un immeuble d'habitation se trouve un fauteuil roulant dans lequel se trouve un homme âgé qui semble étrangement immobile. Les agents arrivés sur les lieux découvrent un homme âgé portant des lunettes de soleil. Au premier regard, il est simplement assis là, plongé dans un profond sommeil, comme l'affirme également sa femme qui avait suivi les policiers jusqu'au fauteuil roulant. Mais l'inspecteur remarque immédiatement quelque chose d'inhabituel. Bien que la soirée tombe et que le soleil soit déjà couché, l'homme porte encore des lunettes sombres. Ses mains reposent immobiles sur les accoudoirs. L'attention se porte sur l'odeur que le voisin avait mentionnée. Une odeur si caractéristique et reconnaissable qu'on peut difficilement la confondre avec autre chose. Le médecin légiste note dans le procès-verbal aucune trace de violence. Mais l'état des restes donne lieu à de sérieuses préoccupations. Manifestement, l'homme se trouve ici depuis plus d'1 semaine. Et à ce moment surgit un détail crucial. Les roues du fauteuil roulant sont couvertes de poussière fraîche des environs de la Plaça de Tetuan, qui se trouve à environ 1 kilomètre. Immédiatement se pose la question. Combien de temps ont duré de telles promenades dans le quartier de l'Eixample avant que quelqu'un ne conçoive enfin des soupçons? Le voisin de Carlos, Raúl Espinosa, décrit les événements de manière étrangement détaillée. Il aurait remarqué l'odeur en premier et s'était plaint plusieurs fois de l'atmosphère étrange dans la maison. Ces plaintes avaient été enregistrées par la police il y a déjà quelques semaines, mais jusqu'à cette soirée, personne n'y avait accordé l'attention appropriée. La veuve, Inés Sanchez, affirme que son mari s'était simplement endormi. À toutes les questions, elle répond de manière monosyllabique et distante, comme si elle ne comprenait pas la gravité de la situation. Cela éveille les soupçons des inspecteurs et la femme tombe sous l'observation attentive des autorités judiciaires. Le fauteuil roulant est soigneusement examiné. Sur l'une des roues, on distingue clairement une poussière spécifique. Elle y est manifestement arrivée récemment, ce qui indique que le fauteuil roulant avait été récemment déplacé sur une distance considérable. Mais il y a encore une autre circonstance. Comment les résidents et les passants ont-ils pu ne pas remarquer ce qui se passait pendant presque 2 mois? C'est précisément cela qui semble incroyable et oblige les enquêteurs à se concentrer sur les détails des promenades quotidiennes qui auraient pu faire partie d'un plan sophistiqué ou simplement indiquer l'indifférence de l'environnement. L'enquête place immédiatement sous surveillance la femme du défunt, Inés Sanchez. Malgré son âge avancé, elle a l'esprit clair et ne montre aucun signe de déficience cognitive qui pourrait expliquer son comportement étrange. Inés continue d'insister sur le fait que son mari se reposait tout le temps. Le deuxième suspect est Raúl Espinosa, le voisin qui a donné l'alarme en premier. Sa persistance et le caractère détaillé de ses récits semblent suspects. Espinosa explique également à la police qu'il avait entendu quelques semaines auparavant une dispute nocturne dans l'appartement des Sanchez. Selon ses mots, le conflit semblait agressif, avec des voix clairement élevées. Il est noté dans les procès-verbaux que Raúl insiste catégoriquement sur cette version et tente manifestement d'orienter la police vers une composante criminelle. Les déclarations de Raúl Espinosa semblent convaincantes, bien que les données de ses souvenirs n'aient pas encore été vérifiées par l'enquête. Les policiers ont noté l'information sur la dispute nocturne, mais ne peuvent pas encore établir son lien exact avec les événements découverts. Ces témoignages semblent importants, mais l'enquête ne tire pas de conclusion hâtive pour l'instant. Le temps et les circonstances nécessitent encore une vérification, et une fausse piste s'intègre progressivement dans l'image générale des événements, mais reste douteuse. Pendant que les policiers et les techniciens de la police scientifique documentent soigneusement la scène de crime,
le médecin légiste fait de manière inattendue une déclaration qui change instantanément le cours de l'enquête. Selon les résultats préliminaires, la mort de Carlos Sanchez est survenue exactement 2 mois auparavant, le 5e avril. Cette nouvelle sonne de manière si choquante que l'inspecteur s'arrête involontairement et se tourne brusquement vers la veuve du défunt. Inès, cependant, reste complètement impassible, comme si ce qu'elle entendait lui était depuis longtemps connu. L'inspecteur se tourne vers son collègue et dit lentement, avec un étonnement incrédule, « 2 mois sans un appel aux urgences ?» et s'interrompt en comprenant que la question ouverte ne fait que souligner l'absurdité de la situation. Les prochaines étapes de la police seront décisives, mais pour l'instant, beaucoup de choses doivent encore être clarifiées. 9h15 du matin précise, pas une minute plus tard, Inès Sanchez poussait le fauteuil roulant avec Carlos hors de l'entrée de l'immeuble de la Call del Consell de Sandre. Cette précision n'était pas fortuite, elle avait un caractère strict, presque rituel. Mais pourquoi une femme âgée respectait-elle un emploi du temps quotidien si méticuleusement quand elle n'échangeait pas un seul mot avec son mari ? La police commença l'analyse des enregistrements des caméras de surveillance de rue. Les spécialistes techniques analysèrent les vidéos des 2 derniers mois et établirent un calendrier des promenades d'Inès. Les données étaient catégoriques et sobres. 61 promenades furent enregistrées dans la période indiquée et chaque fois le fauteuil roulant quittait l'entrée de l'immeuble exactement à 9h15 du matin. Sur les enregistrements, on voyait Inès pousser de manière monotone et calme Carlos, qui semblait complètement indifférent au monde extérieur. Jamais elle ne s'arrêtait pour une conversation, ne réagissait pas aux voisins. La femme semblait exécuter un rituel obligatoire et depuis longtemps répété. Les enquêteurs firent attention cependant à un autre détail important, les enregistrements des conversations téléphoniques d'Inès. Pendant toute la période, il n'y eut pas un seul appel aux services médicaux ou à une polyclinique. Cela suscita un étonnement considérable. Un homme âgé avec des problèmes de santé évidents. Mais sa femme n'entreprend aucune tentative d'appeler un médecin ou de se faire conseiller concernant son état. Un autre fait, obtenu de l'analyse des transactions financières, s'avéra fascinant. Les caméras d'un distributeur automatique de la Plaza de Tetuan enregistrèrent des retraits réguliers d'espèces du compte de Carlos, 2 fois par mois, strictement les 7e et 21e. L'enquête prit note de ces données sans tirer de conclusions hâtives. Jusqu'à présent, personne n'avait nommé les raisons pour lesquelles Inès aurait pu avoir besoin de cet argent. Mais il était naturel de supposer qu'il jouait un rôle important dans la situation qui s'était développée. L'inspecteur posa à nouveau à Inès la question directe de savoir où se trouvait son mari la nuit. Elle répondit calmement et sèchement. Il passe toujours la nuit à la maison. Il dort seulement. Cette version ne semblait convaincante que jusqu'à ce que l'enquête vérifie les enregistrements vidéo de la caméra d'entrée. Il en ressortait clairement que le fauteuil roulant de Carlos n'était jamais remonté dans l'appartement après les promenades quotidiennes. Le fauteuil roulant restait en bas, dans une niche spéciale sous l'escalier. Naissait le doute logique de savoir où Inès gardait alors Carlos pendant les heures nocturnes. La situation se compliquait. Les voisins confirmaient qu'ils n'avaient jamais vu le fauteuil roulant avec Carlos être monté dans l'appartement, mais affirmaient en même temps qu'un silence suspect régnait autour du fauteuil roulant le soir. Raúl Espinosa, le voisin et dénonciateur, se taisait pour l'instant sur ce sujet et observait le déroulement des événements de côté. Un tournant important se produisit après la déclaration d'un expert en microbiologie. Sur la couverture et le drap dans lesquels Carlos avait été trouvé, on découvrit des traces d'urée, caractéristiques d'un long séjour de reste dans un espace fermé et non à l'air libre. Le spécialiste souligna que cela ne pouvait signifier qu'une chose. Carlos avait été conservé quelque temps dans un espace fermé, peut-être dans un débarras ou dans l'appartement. Cette conclusion fit immédiatement naître de nombreuses nouvelles versions parmi les enquêteurs. Néanmoins, l'expertise nécessitait une confirmation supplémentaire, car les preuves pouvaient être ambiguës. Des doutes sur leur univocité persistaient, et les techniciens de la police scientifique reçurent l'instruction de vérifier les données une fois de plus. Pendant que l'enquête avait déjà formé une certaine image des événements,
apparut de manière inattendue un nouveau témoin dont les déclarations contredisaient l'expertise officielle. Un livreur d'Uber Eats affirmait avec obstination avoir livré une commande le 30e avril à l'adresse de Carlos et Inès. Il était sûr que précisément Carlos, vivant et manifestement éveillé, avait regardé par la fenêtre de l'appartement du 2e étage et avait suivi attentivement le livreur du regard. Cet épisode était si clairement ancré dans la mémoire du jeune homme qu'il insistait sur sa déclaration et n'admettait pas même l'ombre d'une erreur. Sa déclaration changea instantanément toute la logique de l'enquête. L'expertise médico-légale avait clairement établi que Carlos était décédé le 5e avril. Mais si la déclaration du livreur était crédible, cela signifiait-il alors qu'il y avait dans les documents de l'expertise une erreur grave ou même une falsification intentionnelle? L'inspecteur ferma silencieusement le dossier avec les documents, regarda son assistant et dit doucement « Si le livreur a raison, alors l'expertise ment. » Il laissa cette conclusion en suspens et ordonna immédiatement de vérifier à nouveau chaque détail de l'analyse. Le temps recommença à travailler contre l'enquête. Au cours de l'enquête, on apprit que des bons d'épargne d'une valeur de 18 000 € avaient disparu sans laisser de traces du budget familial des Sanchez. La police vérifia les déclarations officielles. Ni Inès, ni quelqu'un d'autre n'avait signalé un vol. Il en résultait une situation étrange où l'argent avait disparu, mais personne ne donnait l'alarme. Les détectives vérifièrent soigneusement les transactions financières de la famille. La banque confirma officiellement que Carlos avait personnellement visité l'agence le 4e avril 2024, un jour avant la date de décès établie par les experts, et avait encaissé les bons d'épargne pour la somme mentionnée. Les caméras de la banque enregistrèrent Carlos quittant calmement et avec assurance l'agence avec une enveloppe d'argent liquide à la main. Depuis lors, on ne savait plus rien de l'argent. Une découverte non moins importante fut la déclaration du notaire. Il communiqua que Carlos Sanchez avait modifié son testament en 2023. Les documents originaux étaient authentifiés, mais ne furent maintenant pas trouvés. Les copies avaient également disparu sans laisser de traces des archives du notariat. La perte des documents compliqua considérablement le travail des enquêteurs et suggérait de possibles conflits financiers au sein de la famille. Puis apparut un nouveau participant, Álvaro Sanchez, le fils de Carlos de son premier mariage. Álvaro, 45 ans, sans emploi, vivait séparément et avait de sérieuses difficultés financières. Au printemps, il avait demandé de l'argent à son père. Son apparition dans l'affaire ajouta aux enquêtes un autre motif possible, l'héritage et les difficultés financières qui y sont liées. Les enquêteurs invitèrent Álvaro à un entretien. Il se présenta calmement au commissariat, mais était visiblement tendu. Selon Álvaro, son père se trouvait dans une profonde dépression, parlait souvent de vouloir divorcer d'Inès et prévoyait de commencer une vie propre. Il ajouta que ce désir était né environ 1 an auparavant, après que Carlos avait commencé à se plaindre du caractère difficile de sa femme. L'enquête compara immédiatement ses déclarations avec celles d'Inès Sanchez. La femme démentit catégoriquement les paroles de son beau-fils. Inès insista sur le fait que sa relation avec Carlos avait toujours été stable et n'était exposée à aucun conflit. Inès exprima même son étonnement qu'Álvaro parle de leur vie privée et souligna que le beau-fils rendait rarement visite à son père et n'était pratiquement pas apparu dans leur maison ces derniers mois. Le contraste entre les deux versions était évident. Un côté insistait sur un conflit interne sérieux, l'autre affirmait une harmonie complète et l'absence de tout signe de divorce ou de séparation de biens. Cette disparité devait être examinée plus attentivement par l'enquête. Álvaro devint rapidement le principal suspect aux yeux des enquêteurs. Sa situation financière et son besoin constant d'argent faisaient de lui un bénéficiaire évident de la mort de Carlos. Les enquêteurs soupçonnaient qu'Álvaro aurait pu organiser la mort de son père pour accéder à l'héritage et à l'accès caché aux actifs financiers. Ce n'était cependant pour l'instant qu'une supposition qui n'était pas soutenue par des preuves directes. Néanmoins, l'enquête commença à vérifier cette version en examinant l'alibi d'Álvaro et ses activités en avril et mai. La police plaça Álvaro sous surveillance et examina soigneusement ses comptes bancaires et ses conversations téléphoniques mobiles,
pour exclure ou confirmer sa participation aux événements. Au milieu de la vérification du nouveau suspect, furent connus des résultats inattendus de l'examen médico-légal. Le médecin légiste déclara officiellement que dans le sang de Carlos, on n'avait trouvé que des traces résiduelles de médicaments cardiaques que l'homme prenait depuis longtemps sur prescription médicale. Aucun signe d'empoisonnement ou d'intervention violente ne fut établi. Cette conclusion ébranla considérablement la version d'un meurtre prémédité pour des raisons d'héritage et compliqua la position des enquêteurs. Alvaro, qui était déjà apparu comme une figure appropriée pour la version principale, était maintenant à nouveau remis en question. Il n'y avait pas de preuve médicale directe d'une mort violente de Carlos, et l'enquête devait vérifier à nouveau toutes les preuves et déclarations de témoins disponibles. L'enquêteur rassembla tous les dossiers de l'affaire et les plaça dans un épais classeur portant l'inscription « Sanchez ». Puis il le remit aux employés du département cybernétique de la police de Barcelone, qui devaient maintenant examiner les traces numériques de la famille. L'enquête avait l'intention d'examiner soigneusement les correspondances, les emails et les activités en ligne de tous les membres de la famille Sanchez, dans l'espoir qu'une clé pour résoudre cette histoire de plus en plus embrouillée se trouverait sur le net. Les techniciens de la police scientifique examinèrent encore une fois attentivement le fauteuil roulant de Carlos. Ils découvrirent, sur la roue arrière, une petite étiquette presque invisible avec un code QR. Ce code appartenait à un entrepôt de services funéraires qui se trouvait à 7 km de l'appartement des Sanchez. Après vérification des protocoles de voyage, la police établit rapidement, le 8e avril, 3 jours après la date officielle de décès de Carlos, Inès entreprit un unique voyage vers cet entrepôt en utilisant les services d'un taxi Bolt. Le reçu pour le voyage, 8 €, temps de trajet, seulement 15 minutes. Les enquêteurs demandèrent immédiatement les enregistrements des caméras de surveillance de l'entrepôt de services funéraires. Sur les enregistrements, on voit clairement Inès Sanchez entrer dans le magasin le 8e avril vers midi. La femme semble calme et sûre d'elle. Elle va à la caisse, examine attentivement la marchandise et achète ensuite 2 linceuls, payant en espèces. Cette transaction fut également confirmée par la caissière elle-même, Paula Roca, une employée de 30 ans de l'entrepôt qui avait conservé une copie du reçu d'achat. Pour l'enquête, la présence d'un vrai reçu et d'un enregistrement vidéo confirmant l'achat devint un argument sérieux. C'était la première preuve tangible qu'Inès savait depuis longtemps avant l'appel du voisin à la police l'état de Carlos. Mais dans les dossiers, restait une incohérence considérable. Pourquoi 2 linceuls furent-ils achetés alors que la police ne trouva Carlos que dans un seul? L'enquêteur invita Inès à un nouvel interrogatoire. La femme confirma, en gardant toute sa maîtrise de soi, brièvement l'achat. « Oui, j'ai effectivement acheté ces linceuls. Je me préparais pour l'enterrement de Carlos. Puis, j'ai changé d'avis. » L'enquêteur continua et demanda pourquoi elle avait décidé de ne pas signaler officiellement ce qui s'était passé. Inès se tut. Son regard s'arrêta sur un point vide au mur derrière l'inspecteur. À la question répétée, elle ne donna à nouveau aucune réponse, comme si elle s'attendait à ce que la police trouve elle-même la bonne conclusion. Ce silence créa une autre contradiction interne dans l'affaire. Pourquoi Inès admet-elle ses actions avec tant d'assurance, mais évite-t-elle obstinément les explications de leurs motifs? Les enquêteurs ne purent, pour l'instant, trouver de réponse, et la femme gardait toujours ses secrets. Un des enquêteurs principaux exprima la supposition que le plan original d'Inès aurait pu consister à enterrer secrètement les restes de son mari. Peut-être avait-elle de sérieuses raisons de conduire l'enterrement sans témoin, mais quelqu'un aurait pu l'en empêcher. Cette hypothèse fut immédiatement adoptée en vérifiant l'entourage d'Inès et ses contacts. Pour la première fois pendant toute l'enquête apparut la version de pression extérieure ou même de chantage. Cela pourrait expliquer le comportement étrange de la femme âgée et son obstination inexplicable à maintenir l'illusion que Carlos était encore vivant. Cette version resta pour l'instant hypothétique, sans preuve concrète, mais donna à l'enquête un nouveau point de vue important sur les événements. Entre-temps, les enquêteurs interrogèrent à nouveau la caissière Paula Roca. Pendant la conversation, la fille se souvint d'un détail qu'elle avait négligé la première fois. Quand Inès acheta les linceuls,
Elle dit une phrase étrange. Il n'est pas encore prêt à partir. À ce moment-là, je n'y ai pas fait attention. J'ai pensé que les gens font simplement leur deuil différemment. Cette phrase sonnait presque mystique, mais l'enquête ne croyait pas à la mystique. Derrière les mots étranges se cachait un sens pragmatique qui devait encore être découvert. La phrase pouvait signifier beaucoup de choses, y compris des problèmes financiers, liés à la nécessité de maintenir l'apparence d'un Carlos vivant pour certaines raisons matérielles. Le soir du même jour, l'inspecteur ouvrit le relevé de compte de la famille Sanchez et le feuilleta rapidement et attentivement. Il sourit de manière inattendue de travers quand son regard s'arrêta sur un point du document. Manifestement, la nouvelle information financière pourrait être le chaînon manquant qui expliquerait les actions énigmatiques d'Inès Sanchez. Il ferma lentement le dossier et fit sur l'enveloppe une note pour la vérification ultérieure par le département cybernétique. Après une analyse détaillée de toutes les preuves, le parquet confirma définitivement « Carlos Sanchez décéda le 5e avril 2024 de manière naturelle. Cause de décès, un infarctus aigu du myocarde. » Cette conclusion fut soutenue par des documents médicaux et officiellement consignée dans le jugement du tribunal. Aucune trace de nature criminelle ne fut établie lors de son décès. Les enquêtes se concentrèrent maintenant cependant sur les actions d'Inès Sanchez, la femme du défunt, qui avait sciemment caché sa mort pendant 2 mois. Le motif de ces actes était une simple fraude financière. L'enquête présenta au tribunal des preuves irréfutables qu'Inès Sanchez avait régulièrement retiré pendant toute la période après la mort de son mari sa pension d'un montant de 1 250 € mensuels. Les enregistrements du distributeur automatique de la Plaza de Tetuan confirmèrent clairement ces transactions systématiques, 2 fois par mois, toujours aux mêmes dates. Il devint maintenant clair à l'enquête pourquoi la femme avait acheté 2 linceuls et maintenu obstinément l'apparence d'une personne vivante. En gardant Carlos dans le fauteuil roulant et en couvrant ses yeux avec des lunettes de soleil, Inès maintenait aussi longtemps que possible l'illusion qu'il ne faisait que dormir. C'est précisément cela qui expliquait aussi ses paroles à la caissière Paula Roca. « Il n'est pas encore prêt à partir ». La phrase ne fut pas dite par hasard, mais intentionnellement, pour éveiller la compassion chez la vendeuse et exclure tout soupçon envers elle. De plus, l'énigme des bons d'épargne disparus d'une valeur de 18 000 € fut définitivement résolue. Cet argent, que Carlos avait lui-même retiré le 4e avril, un jour avant sa mort, fut utilisé pour régler une grande dette pour les charges et l'hypothèque de l'appartement. C'était la vraie raison pour laquelle personne n'avait signalé la perte des bons d'épargne. Il servait à couvrir des dettes sur lesquelles la famille avait gardé le silence envers les voisins et la police. Aussi la mystification liée aux déclarations du livreur d'Uber Eats fut-elle définitivement dévoilée. Après un examen attentif du lieu où se trouvait Carlos au moment de la prétendue observation de rue, il s'avéra que le livreur n'avait vu que le reflet d'une vieille photo de Carlos dans la fenêtre de l'appartement. Cela fut officiellement consigné dans les procès-verbaux de police comme une erreur du témoin. De plus, la version du voisin Raúl Espinosa sur une prétendue dispute nocturne entre Carlos et Inès fut également réfutée. Un test acoustique montra que les bruits de conflit provenaient en réalité de l'appartement voisin. Les déclarations de Raúl furent reconnues comme une erreur sincère et non comme une dénonciation intentionnelle. Dans le procès final, un accord fut proposé à Inès, rembourser les 9 500 € de pension illégalement obtenue et échapper à une peine plus sévère. La femme refusa catégoriquement l'offre et affirma n'avoir trompé personne et n'avoir rien fait d'illégal. Le juge écouta attentivement ses dernières explications et ordonna aux huissiers de la retenir dans la salle d'audience. Inès tenta de s'échapper par une sortie latérale, mais les agents d'exécution lui barrèrent le chemin. La femme ne résista plus, mais regarda seulement le juge avec un agacement à peine perceptible. Le juge lut le jugement final. Inès Sanchez fut reconnue coupable de fraude financière et condamnée à 2 ans de prison avec sursis avec le remboursement obligatoire complet de tous les fonds illégalement appropriés. La salle d'audience sombra dans un silence complet pendant que les agents d'exécution emmenaient Inès hors de la salle. Les caméras enregistrèrent sa marche lente jusqu'à ce que la porte de la salle se ferme derrière elle.
Ainsi, l'enquête sur l'affaire fut officiellement close. Un soir d'automne du 22 octobre 1989, un incident s'est produit qui a changé la vie de nombreuses personnes. Jacob rentrait à vélo avec son frère cadet Trevor et son meilleur ami Aaron Larson d'un magasin ouvert 24 heures sur 24. Soudain, des buissons émergea un inconnu masqué qui tenait un objet dangereux dans sa main. Il ordonna aux 3 garçons de s'allonger face contre terre. L'étranger demanda à chacun son âge, puis ordonna à tous sauf Jacob de partir sans se retourner. Depuis lors, Jacob n'a plus été vu. Cette histoire nous a menés à Saint Joseph, une petite ville du comté de Stearns, Minnesota, où vivent environ 7000 personnes. Ici se sont installés de nombreux jeunes professionnels. Il y a le College of St. Benedict, un parc de carrière et une réserve naturelle. L'endroit semble idéal pour les amoureux de la nature. Mais c'est précisément dans ce coin tranquille que quelque chose de terrible s'est produit en octobre 1989. Jacob a vu le jour le 17 février 1978 dans la petite ville de Long Prairie, Minnesota. Ses parents, Jerry et Patty Wetterling, ont accueilli leur premier-né avec joie. Avec le temps, le frère cadet Trevor et 2 sœurs, Amy et Carmen, ont rejoint la famille. Les 6 membres de la famille vivaient dans une maison confortable à St. Joseph, une petite ville au cœur du Minnesota. L'atmosphère dans leur foyer était toujours emplie de chaleur et de gaieté. Jacob grandit en tant que garçon actif et amical. Il s'enthousiasmait pour la musique, aimait les animaux et participait à plusieurs groupes sportifs scolaires. Tous le connaissaient comme un farceur au bon cœur. Jacob étudiait assidûment et s'intéressait particulièrement aux sciences naturelles. Ce qui le fascinait le plus était l'astronomie. Avec son frère cadet Trevor, il adorait faire du vélo. Les parents ne leur imposaient aucune limite dans ce passe-temps. Les garçons exploraient les environs avec plaisir et appréciaient le sentiment de liberté pendant leur balade à vélo dans la ville. Personne ne pouvait imaginer qu'une de ces sorties ordinaires deviendrait un tournant dans la vie de la famille, qui la diviserait en un avant et un après. Le 22 octobre 1989, un dimanche, rien ne présageait de malheur. La famille Wetterling a passé ce jour férié à la maison, se reposant et s'occupant d'activités quotidiennes. Le soir, Jerry et Patty sont allés dîner chez des amis à Clearwater, à environ 30 km de chez eux. Jacob, l'aîné des enfants, devait surveiller les plus jeunes. Les parents voulaient que tous restent à la maison. Vers 9 heures du soir, après le départ des parents, Jacob a appelé sa mère. Il a demandé la permission d'aller à vélo avec Trevor au magasin Tom Thumb, ouvert 24 heures sur 24, pour louer un film. Patty a refusé et expliqué qu'il faisait déjà noir et que les plus jeunes seraient sans supervision. Les garçons étaient déçus, mais n'ont pas abandonné. Ils ont immédiatement appelé leur père. Ils ont promis d'être prudents, de porter des gilets réfléchissants et d'emporter des lampes de poche. Le magasin était à environ 1 kilomètre. Ils ont aussi dit qu'ils s'étaient arrangés avec une adolescente du voisinage pour surveiller les plus jeunes. Jerry, qui comprenait à quel point les garçons voulaient aller au magasin, a accepté. Jacob a immédiatement appelé son meilleur ami Aaron Larson, qui est arrivé peu après. Tous les 3 se sont dirigés vers le magasin de vidéo avec leur vélo. Les garçons sont arrivés sains et saufs au magasin de vidéo. Après quelques minutes de sélection, ils ont loué un film de comédie d'action. Puis ils sont remontés sur leur vélo et ont pris le chemin du retour. Ils roulaient lentement, car il faisait déjà noir et ils devaient éclairer le chemin avec des lampes de poche. Après avoir parcouru une courte distance, ils se sont retrouvés dans une situation désagréable. Un homme masqué est sorti d'une entrée sur la route et leur a bloqué le passage. La situation s'est intensifiée lorsqu'il a pointé vers eux un objet qui ressemblait à une arme et a exigé qu'ils descendent de leur vélo. L'inconnu leur a ordonné de placer les vélos sur le bord de la route et de s'allonger sur la chaussée. Puis il a demandé à chacun son âge. Quand il a appris que l'un d'eux était plus jeune que les autres,
il lui a ordonné de se lever lentement et d'aller à la forêt la plus proche. Il a averti que le garçon le regretterait s'il émettait ne serait-ce qu'un son ou se retournait. L'enfant effrayé a obéi docilement aux instructions. Alors l'homme masqué s'est tourné vers les 2 garçons restants et leur a demandé de le regarder. Après une brève réflexion, il sembla se concentrer sur l'un d'eux. Au second garçon, il a ordonné de se lever et d'aller lentement à la forêt, le menaçant de la même manière que le premier. Lui aussi a suivi les instructions. Il s'est levé lentement, a jeté un dernier regard à son ami qui restait sur la route, puis s'est retourné et a marché vers la forêt, où était allé auparavant le premier garçon. Ce fut la dernière fois que Jacob fut vu dans un environnement normal. Trevor et Aaron, bien que très effrayés par ce qui s'était passé, ont compris que leur ami se trouvait dans une situation beaucoup plus difficile. Ils ont couru de retour à la maison de Jacob et Trevor, où la fille du voisin gardait les filles. Quand elle a vu l'état des garçons, elle a immédiatement reconnu la gravité de la situation et a appelé son père, Merlin Jacob. Merlin est arrivé immédiatement et a contacté Patty et Jerry, qui dînaient, et a aussi alerté la police. Les parents de Jacob sont rapidement rentrés chez eux, bouleversés par les nouvelles. Peu après, d'importantes opérations de recherche ont commencé. De nombreux officiers du bureau du shérif du comté de Stearns sont arrivés sur les lieux. Cependant, dans les phases précoces de l'enquête, une erreur grave a été commise. Tous les résidents des maisons environnantes n'ont pas été interrogés. Dans de tels cas, il est extrêmement important de parler avec toutes les personnes dans les environs de l'incident dans les premières 24 heures. Ceci parce que les souvenirs des gens sont encore frais et la probabilité d'avoir remarqué quelque chose d'inhabituel est plus élevée chez ceux qui étaient à proximité. Mais les policiers, trop confiants de résoudre rapidement la situation, n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour une enquête approfondie. Les autorités ont concentré leurs efforts sur la recherche de Jacob en utilisant des moyens terrestres et aériens. Sur les lieux, ils ont interrogé Dan Rassier, qui vivait dans les environs immédiats de l'endroit où Jacob avait disparu. Dan a partagé une observation. Cette nuit fatale, il a remarqué une petite voiture qui est entrée dans son allée et s'est arrêtée peu après. Après quelque temps, le conducteur a fait demi-tour brusquement et est reparti par le même chemin, probablement parce qu'il s'est rendu compte que la rue se terminait en impasse. Les enquêteurs ont soupçonné que cela pourrait être lié à l'incident. Les spécialistes ont découvert des traces de pneus près de la scène de crime, qui ont été enregistrées comme preuve potentielle. En raison de la proximité de la scène de crime, Dan est également entré sur la liste des personnes d'intérêt pour l'enquête. Le shérif Charlie Graft du comté de Stearns se souvient de ses attentes initiales d'une résolution rapide de l'affaire, étant donné la réponse prompte de la police. Cela, selon lui, aurait dû considérablement limiter les possibilités de fuite du suspect. Cependant, comme l'ont montré les enquêtes ultérieures, ces attentes se sont révélées prématurées. La première nuit de recherche s'est terminée vers 3 heures du matin en raison de conditions de visibilité insuffisantes. Ce matin-là, à 8 heures, les autorités reprirent la recherche de Jacob. Les agents du FBI rejoignirent les employés du département du shérif du comté de Stearns pour aider à la fois dans l'opération de recherche et dans l'enquête. Un jour plus tard, un profileur du FBI se joignit à eux. Basé sur les faits connus de l'incident, il soupçonnait que la personne recherchée était très probablement un homme blanc célibataire avec une particularité physique et avait possiblement commis des actes similaires auparavant. Le 25, une réunion de prière eut lieu à l'église Saint-Joseph. Plus de 500 personnes vinrent prier pour le retour sain et sauf de Jacob. Le lendemain, la nouvelle de l'incident fut diffusée dans tout le pays et des entrepreneurs de Minneapolis et Saint Paul offrirent une récompense de 100 000 $ pour le retour sain et sauf de l'enfant. Le 27, des soldats de la garde nationale avec la patrouille d'État se joignirent à la recherche. Dans la tentative de retrouver Jacob, ils fouillèrent une zone de 2000 km². Cette opération de recherche devint l'une des plus importantes de l'histoire des États-Unis, et l'affaire reçut une grande attention médiatique nationale. Les gens montrèrent leur soutien à la famille de Jacob de diverses manières. Beaucoup portèrent des rubans blancs sur leurs vêtements comme symbole d'espoir et de participation à la recherche.
Dans la recherche de Jacob disparu, les gens accrochèrent des milliers d'annonces dans les magasins et aux fenêtres. Même des tracts furent inclus dans les boîtes à pizza. Les stations de radio dans tout le Minnesota diffusèrent la chanson préférée de Jacob avec un message de sa mère Patty. Avant l'ère d'Internet, c'étaient les principaux moyens de rapporter de tels cas. Des centaines de volontaires se portèrent volontaires pour aider à la recherche. Des chiens pisteurs furent utilisés pour suivre une piste. Mais tous les efforts restèrent infructueux. À la fin de la première semaine, le 29 octobre, plus de 100 agents et officiers de diverses agences travaillaient sur l'affaire. Malheureusement, aucun indice ne fut trouvé. Beaucoup critiquèrent les forces de l'ordre pour avoir rendu la recherche trop extensive et précipitée. On pensait qu'ils auraient dû d'abord se concentrer sur une petite zone autour de la scène de crime et interroger minutieusement tous les présents avant d'étendre la zone. En novembre 1989, les enquêteurs montrèrent au public 3 portraits différents d'un homme qui avait été vu dans le magasin Tom Thumb cette nuit fatidique. Des témoins rapportèrent que cet homme avait observé attentivement les clients. Description: peau claire, environ 50 ans, approximativement 90 kg, avec des cheveux gris. 6 jours plus tard, le 12 novembre, les autorités publièrent 2 autres portraits. L'un montrait un homme qui avait écouté des conversations dans le magasin Tom Thumb quelques semaines après l'incident. L'autre portrait représentait une personne qui avait présumément tenté d'emmener un jeune homme à New Brighton, une banlieue de Minneapolis. Les autorités remarquèrent la similitude entre les 2 images avec le portrait précédemment créé de la personne vue dans le magasin Tom Thumb le soir de la disparition de Jacob. Après la publication de ces images, la police reçut de nombreux appels, mais aucun ne mena à des résultats. Le 30 novembre, un portrait composite fut publié qui était considéré comme le plus précis. Il combinait les caractéristiques des 3 images précédentes. Bien que les enquêteurs reçussent à nouveau une série d'indices, aucun ne mena à des informations concrètes. Le 13 décembre, les agents du FBI parlèrent avec Jared Shayerle, qui avait été victime d'une agression à Cold Spring en janvier 1989. Les enquêteurs de la ville voisine soupçonnèrent que les 2 affaires pourraient être liées à la même personne. Le FBI rencontra Jared pour qu'il aide à créer un portrait du perpétrateur. Le 16 décembre, les agents du FBI interrogèrent un suspect possible nommé Daniel James Heinrich de Painesville, qui se trouve à environ 48 km de Saint Joseph. Dans cette région, il y avait eu plusieurs incidents avec de jeunes hommes ces dernières années, en plus des cas de Jacob et Jared. Lorsqu'il fut interrogé par les agents du FBI, Heinrich expliqua qu'il ne savait rien des situations avec Jacob et Jared. Les enquêteurs se retrouvèrent à nouveau dans une impasse et considérèrent comment continuer l'enquête. 1 mois plus tard, le 12 janvier 1990, l'attention se tourna à nouveau vers Heinrich. Cette fois, il accepta de fournir ses chaussures de sport et des échantillons pour analyse de preuves possibles. 3 jours plus tard, Heinrich permit de faire une empreinte des pneus de sa Ford Expo bleue à Hayon de 1982 pour la comparer avec les traces trouvées sur le lieu de la disparition de Jacob. Le lendemain, il fut découvert que Heinrich avait possédé une autre voiture jusqu'en mars 1989, une Mercury Topaz de 1989. Cela signifiait que s'il était impliqué dans l'incident de Jared, il aurait dû utiliser cette voiture. La police obtint l'accès à la Mercury Topaz. Quand on demanda à Jared d'évaluer la similitude de cette voiture avec celle dans laquelle il avait été 1 an auparavant, il donna une note de 8 ou 9 sur 10. Le 24 janvier, le domicile de Heinrich fut perquisitionné. Divers objets furent confisqués, y compris des scanners de police, un sac pour les transporter, des listes de fréquences, des chaussures et des vêtements. 2 jours plus tard, Heinrich fut convoqué à la police pour une procédure d'identification. Jared se tint devant 6 hommes à la peau claire. À ce moment, il ne put pas déterminer exactement si celui qui l'avait emmené était parmi eux. Jared évalua la similitude avec Heinrich à seulement 4 sur 10 points. Le 9 février 1990, le FBI reçut un indice important.
des fibres des vêtements de Jared correspondaient aux fibres de la voiture de Heinrich qu'il avait possédée en janvier 1989. Le même jour, Heinrich fut arrêté pour suspicion de participation à l'incident de Jared. Cependant, il nia toute participation. En raison du manque de preuves directes, Heinrich fut bientôt libéré sans charge. Pendant ce temps, le nombre d'enquêteurs travaillant sur l'affaire de Jacob diminua graduellement, ainsi que le nombre de théories à investiguer. Bien que l'affaire ne puisse pas être officiellement fermée, car la recherche de personnes disparues doit continuer, l'enquête atteignit une impasse. Tout ce temps de recherche et d'enquête devint une épreuve sévère pour la famille de Jacob. Malgré l'énorme soutien des habitants locaux et des gens de tout le pays, les proches de l'enfant étaient profondément affligés par son absence. Avec le temps, ils se demandèrent de plus en plus souvent s'ils reverraient jamais Jacob. Dans ce moment difficile, Patty Wetterling décida de soutenir d'autres familles dans des situations similaires pour qu'elles n'aient pas à passer par les mêmes épreuves qu'elle et ses proches. Le 16 janvier 1990, elle annonça la fondation de la Fondation Jacob Wetterling. L'objectif de l'organisation devint d'éduquer la société sur les personnes qui commettent des actes illégaux contre de jeunes citoyens, sur leurs méthodes et sur comment chacun peut aider à prévenir de tels cas. Malgré les difficultés vécues, la famille décida d'utiliser son expérience pour aider les autres. L'histoire de Jacob influença aussi la législation des États-Unis dans ce domaine. En 1994, une loi fédérale fut adoptée qui fut nommée en l'honneur de Jacob Wetterling. Ce fut un tournant dans l'histoire des États-Unis. Une nouvelle loi entra en vigueur qui obligeait chaque État à enregistrer une catégorie spécifique de délinquants. Au fil du temps, cette loi aida de nombreuses personnes dans la résolution de cas de disparition et laissa une trace durable. Malgré tous les efforts de la famille Wetterling pour aider les autres, ils ne savaient toujours pas eux-mêmes ce qui était arrivé à leur fils Jacob. Ils continuaient d'espérer son retour, bien que cet espoir se soit estompé au fil des années. À ce moment-là, Joy Beggar, une mère de 2 enfants, entra dans l'affaire, qui commença à s'intéresser au cas de Jacob en 2010. Elle se rendit sur le lieu de sa disparition à Saint-Joseph. Quand Jacob avait disparu en 1989, Joy avait 22 ans. Maintenant qu'elle était là, elle ressentit le besoin de trouver des réponses. Sans savoir par où commencer, Joy eut recours à son expérience de blogueuse. Le 23 octobre 2010, elle publia un article intitulé « Quelque part se trouve Jacob ». À ce moment-là, 21 ans s'étaient écoulés depuis sa disparition. Joy ne savait pas que ce serait le début d'un voyage qui occuperait les prochaines années de sa vie et mènerait à des découvertes inattendues. Elle documenta soigneusement chaque étape de son enquête dans son blog. Joy plongea dans l'affaire avec un intérêt sincère, posant des questions et explorant toutes les pistes possibles. Elle étudia les anciens dossiers de police et les coupures de journaux à la recherche de détails sur cet incident. Bientôt, elle remarqua que quelques erreurs avaient été commises lors des premières enquêtes. Par conséquent, les officiers avaient négligé des pistes importantes, mal traité les preuves et parfois même les avaient perdues. De plus, ils n'avaient pas interrogé certains témoins clés. Les enquêtes furent si approfondies que dans l'une des notes, même les conditions météorologiques et la position de la Lune dans la nuit de la disparition de Jacob furent discutées. Cela aida à comprendre qu'il aurait été difficile pour les témoins de reconnaître le véhicule du perpétrateur, car la Lune n'était pas encore complètement levée et tout s'était passé dans une obscurité dense. Alors qu'elle continuait à rassembler des informations sur l'affaire vieille de 10 ans, elle tomba sur quelqu'un qui avait également été impliqué dans les premières enquêtes. Son nom était Jared Sherrill. Entre-temps, Jared était devenu un homme de 30 ans. Mais il avait toujours soif de justice après ce qu'il avait vécu dans sa jeunesse. Jared et elle s'unirent. La véritable percée vint quand ils découvrirent un ancien article de journal de 1987. Il rapportait une série d'incidents suspects avec de jeunes hommes qui s'étaient produits dans les années 1986 à 1987. Tous les incidents se produisirent de manière similaire
par une personne masquée près de la petite ville de Painesville, qui n'est qu'à une demi-heure de route du lieu de la disparition de Jacob. Avec l'aide de Jared, Joy réussit à localiser plusieurs victimes. Il s'avéra qu'il s'agissait maintenant d'hommes adultes qui voulaient également connaître la vérité sur les événements qui leur étaient arrivés il y a de nombreuses années. Jared et Joy marquèrent ensemble les lieux de chaque incident sur une carte, créant ainsi le soi-disant cluster de Painesville. Choqués par les informations obtenues, ils les remirent aux forces de l'ordre. En conséquence, la police reprit les enquêtes qui avaient été gelées pendant des années. De manière inattendue, l'affaire attira à nouveau une grande attention et le blog de Joy devint populaire sur le réseau. Comme la police reprit les enquêtes, l'histoire revint au centre de l'attention de tout le pays. En 2015, 26 ans après la disparition de Jacob, les enquêtes reçurent un nouvel élan. La police avait une pièce importante de preuve, un profil ADN qui avait été trouvé sur les vêtements de Jared le jour de l'incident. Le 10 juillet 2015, il fut découvert que ce profil correspondait à un homme qui a maintenant 59 ans et est à la retraite. Il s'agissait de Daniel James Heinrich. Il était déjà apparu dans les enquêtes originales et était dans le viseur de Joy et Jared. Mais il n'y avait pas eu de preuves concrètes jusqu'à présent. Ces preuves permirent de porter l'affaire devant les tribunaux. Le 27 octobre 2015, l'enquêteur spécial Shane Ball déposa une accusation pénale scellée contre Heinrich devant le juge de paix Jeffrey J. Keyes. À ce moment-là, le délai de prescription dans l'affaire de Jared avait expiré et Heinrich fut accusé sur 20 points d'autres délits. En conséquence, il fut arrêté et l'affaire alla au tribunal. Les avocats de Heinrich négocièrent un accord selon lequel il ne serait accusé que d'autres délits qui n'étaient pas liés à la disparition de Jacob. En échange, Heinrich montra à la police le 31 août 2016 l'endroit où se trouvait Jacob. C'était une ferme près de Painesville, à environ 48 km de Saint-Joseph, près de l'ancienne résidence de Heinrich. Le 6 septembre 2016, 27 ans après l'incident avec Jacob, Heinrich comparut devant le tribunal. Il confessa qu'il avait enlevé Jacob le 22 octobre 1989 et avait ensuite commis des actes inappropriés. Heinrich admit également sa participation dans l'affaire de Jared Shirl plus tôt la même année. Il dit au tribunal qu'il conduisait sur la route quand il remarqua 3 jeunes piétons. Il tourna dans une allée et attendit qu'ils passent. Puis il emmena Jacob et ordonna aux 2 autres de fuir. Ensuite, il conduisit avec Jacob à Painesville, dans une zone qui lui était familière. Là, des incidents tristes se produisirent, sur lesquels Heinrich informa le tribunal. Il laissa Jacob dans un coin reculé d'une carrière de gravier près des égouts sur Pond Road, puis il rentra chez lui et attendit quelques heures. Après minuit, il conduisit à nouveau là-bas et emmena Jacob plus au nord, dans une zone de construction. Là, il trouva une excavatrice qu'il put faire fonctionner. Avec son aide, il prépara un endroit et y coucha Jacob soigneusement. Environ 1 an plus tard, il revint et remarqua que l'endroit avait été partiellement perturbé. Le t-shirt rouge de Jacob était visible. Cela l'inquiéta. Il décida d'emmener tout ce qu'il pouvait rassembler par l'autoroute vers une ferme à Painesville et d'y replacer tout soigneusement. En janvier 2017, le tribunal le condamna à 20 ans de prison pour ses actes. Avec la découverte de Jacob et l'aveu du coupable, des années d'enquête prirent fin dans l'un des incidents les plus graves de l'histoire des États-Unis. Après la clôture de l'affaire, la famille Wetterling put tenir une cérémonie d'adieu digne pour Jacob au cimetière des Amis de l'abbaye St. John à Collegeville, Stearns County, Minnesota. Joy Baker, qui essaya d'aider dans les enquêtes, devint une amie proche de la famille Wetterling. Elle souligna qu'elle n'avait jamais cherché la reconnaissance ou la gloire quand elle s'impliqua dans cette affaire. Elle était simplement une mère qui voulait soutenir une autre mère dans un moment difficile. Patty et Joy se rapprochèrent et écrivirent ensemble un livre sur leur histoire intitulé « Cher Jacob, le voyage d'une mère ». Patty devint connue pour son engagement dans la protection des jeunes et son aide à l'adoption d'une loi fédérale
Les proches de Jacob subirent un choc profond quand ils reçurent la nouvelle finale sur son sort. Patty admet qu'il est insupportablement difficile de comprendre ce que Jacob a dû endurer dans ses derniers jours et heures. Elle dit que Jacob était vivant pour elle tout le temps, jusqu'à ce que la confirmation finale arrive. Et bien qu'ils sachent maintenant avec certitude que leur fils bien-aimé n'est plus là, son héritage continue à travers la fondation établie et la loi fédérale adoptée en son honneur. La fondation s'assure que des personnes comme Heinrich soient tenues responsables de leurs actes. Dans la vie, l'amour arrive souvent dans les moments les plus inattendus. L'histoire d'un entrepreneur américain à succès le démontre clairement. À près de 60 ans, il a rencontré une femme qui avait la moitié de son âge. Cependant, cette relation, basée sur des intérêts matériels, a mené à des conséquences désagréables. Par une tranquille soirée d'été du 8 août 2017 dans le pittoresque district d'Upper Makefield, Pennsylvanie, tout a commencé comme d'habitude. 2 employés d'une entreprise pharmaceutique ont décidé de rendre visite à leur collègue, le représentant commercial de 64 ans, Mike McNew. Son manque de disponibilité pendant la journée les préoccupait, car un tel comportement était complètement atypique pour cette personne fiable. Quand elles sont arrivées à la maison, elles ont remarqué la voiture de Mike dans le garage. Tout semblait normal, comme si le propriétaire était à la maison. La sonnerie à la porte est restée sans réponse, ainsi que les coups persistants. Dans la maison régnait un silence total. Quand elles ont découvert la porte d'entrée non verrouillée, les collègues inquiètes ont décidé de vérifier si tout allait bien. Elles sont entrées dans la maison et ont appelé Mike. Silence. Dans le salon, elles ont remarqué sa silhouette dans le fauteuil et ont ressenti un soulagement momentané, supposant qu'il s'était endormi. Mais quand elles se sont approchées, elles ont réalisé que la situation était beaucoup plus grave. Les femmes perturbées ont immédiatement composé le numéro d'urgence 911. L'une d'entre elles était si bouleversée qu'elle ne pouvait pas parler de manière cohérente. Sa collègue a pris l'initiative et a décrit la situation au répartiteur. Suivant les instructions de l'opérateur, elle a vérifié l'état de Mike. Il n'y avait pas de pouls, pas de respiration. Le répartiteur a envoyé les services d'urgence sur les lieux de l'accident. L'histoire de Mike McNew a commencé en l'année 1953 en Pennsylvanie. Plus tard, la famille a déménagé à Williamsport, Maryland. Il a grandi dans une famille protégée où régnait l'amour et la compréhension mutuelle. Après l'école, il est allé à l'université et a fondé une famille avec son ami d'école. Leurs sentiments étaient sincères et mutuels. Ils vivaient comme une famille typique de classe moyenne dans une maison confortable près de la côte. Mike aspirait toujours au développement professionnel. Après avoir commencé sa carrière comme agent d'assurance à succès, il est passé plus tard à l'industrie pharmaceutique. Ici l'attendait le vrai succès. Grâce à la fondation de sa propre entreprise, il a pu permettre à sa famille une vie confortable. Mike était un homme d'affaires prospère qui permettait à sa famille une vie aisée. Mais le bonheur familial n'a pas duré. 3 à 4 ans après la naissance des enfants, les époux ont décidé de se séparer. Malgré la séparation, ils ont maintenu une relation cordiale et se sont occupés ensemble des enfants. Le fils et la fille visitaient fréquemment leur père et les ex-époux entretenaient des relations amicales. Les enfants se sont souvenus plus tard qu'ils n'avaient jamais entendu leurs parents se disputer, ni avant, pendant, ni après le divorce. Leur respect mutuel est resté même après le divorce officiel au début de 2000. Mike a décidé de commencer un nouveau chapitre de sa vie dans la tranquille communauté Township Upper Makefield, dans le district de Bucks, Pennsylvanie. Une ville confortable avec seulement 8000 habitants. Il avait l'intention de continuer à développer son entreprise jusqu'à la retraite bien méritée. En tant que célibataire, Mike jouissait de tous les plaisirs de la vie. Sa villa impressionnante était située directement au bord de la rivière. Il aimait conduire ses jet-skis privés, a développé une passion pour l'art et a commencé à collectionner des objets précieux. Bien qu'il ne poursuivît pas des chefs-d'œuvre mondiaux, sa collection le remplissait de joie sincère.
Mike n'était pas pressé de changer son statut de célibataire jusqu'à ce que le destin le mette en contact en l'année 2012 avec Jennifer Morris, âgée de 28 ans, qui élevait seule un enfant. Entre eux, s'est enflammée une attraction mutuelle. La relation s'est développée rapidement. Bientôt, Mike a invité son élu à des vacances dans les Caraïbes. Leurs sentiments se sont montrés particulièrement intenses pendant ce voyage. Il a apporté spécialement 2 jet skis et des quads pour des excursions communes. À ses 60 ans, presque à l'âge de la retraite, il est tombé amoureux comme un adolescent, complètement enchanté par cette femme. Ses proches ont été étonnés par sa transformation. En l'année 2015, après 3 ans de relation, Mike s'est fait son premier tatouage en l'honneur de Jennifer. En même temps, il lui a proposé d'emménager chez lui, ce qu'elle a accepté. L'homme d'affaires l'a entouré de soins et de confort. Pour l'enfant de Jennifer, une chambre propre a été aménagée. Leur bonheur a duré jusqu'au 8 août 2017, quand un incident imprévu s'est produit dans la maison. À ce moment, leur romance avec la femme qui avait la moitié de son âge durait déjà 5 ans, et ils préparaient activement leur mariage. Les collègues ont trouvé Mike dans sa maison dans un état préoccupant. Initialement, on a suspecté des problèmes cardiaques. Les forces d'urgence arrivées ont trouvé Mike dans son fauteuil. Sa tête était penchée en arrière. Les mains reposaient sur ses genoux. Vu de l'extérieur, on aurait pu penser qu'il sommeillait, mais la situation s'est avérée beaucoup plus grave. Sur le sol et sur les vêtements, on voyait des traces de l'incident. Les circonstances indiquaient que ce qui s'était passé n'était pas lié à des problèmes cardiaques. Entre les sourcils se trouvait une trace caractéristique. Les enquêteurs devaient maintenant découvrir: était-ce le résultat d'une action extérieure ou d'une décision propre? Les experts criminels arrivés sur les lieux du crime ont immédiatement remarqué des détails inhabituels. La thèse d'une action individuelle ne s'est pas confirmée. Aucun objet du crime n'a été trouvé à proximité, ce qui indiquait la présence d'une personne extérieure à ce moment-là. En examinant le salon, à environ 10 mètres de l'endroit où Mike a été trouvé, les spécialistes ont découvert une douille de balles de calibre 380. Il était remarquable que dans la pièce, tout était resté à sa place, sans signe de lutte. Apparemment, tout est arrivé de manière inattendue pour le propriétaire. Au poignet de Mike était restée une trace caractéristique de sa montre disparue. Les poches de ses vêtements étaient retournées. Du bureau au rez-de-chaussée manquait un ordinateur portable et un téléphone mobile ainsi que d'autres objets de valeur. À première vue, la situation rappelait un cambriolage domestique ordinaire où le propriétaire a accidentellement rencontré un visiteur non invité. Dans la chambre à coucher, de nouveaux détails importants ont été découverts. Au nom de Mike McNew étaient enregistrées 2 armes à feu. Dans la maison, une seule a été trouvée. Du Smith & Wesson calibre 380 ne restait qu'un étui vide. Plus tard, il s'est avéré exactement cette arme que le propriétaire gardait pour la défense a été utilisée dans l'incident et a disparu après. L'absence de toute trace et dommage indiquait que le visiteur était familier avec le plan de la maison. Il savait où se trouvaient les armes à feu et les objets de valeur et comment quitter le bâtiment sans être remarqué. Les enquêteurs ont commencé par une vérification approfondie de l'environnement de l'homme d'affaires et ont fait appel à des spécialistes supplémentaires. La thèse d'un vol devenait de plus en plus improbable. Malgré la disparition des objets personnels de Mike, de nombreux objets de valeur sont restés intacts. Par exemple, la collection d'art, où chaque pièce était artistiquement éclairée par une lampe séparée, est restée complètement préservée. Tout indiquait que le représentant pharmaceutique de 64 ans avait rencontré quelqu'un qui avait des motifs personnels. La disparition des appareils électroniques ne semblait pas accidentelle. Ils contenaient possiblement des informations importantes. L'intégrité des portes et fenêtres montrait que le visiteur avait soit des clés, soit avait été admis par le propriétaire lui-même. En enquêtant sur la biographie de Mike, les enquêteurs ont découvert qu'il était une personne pacifique, sans conflit ni ennemi. Une attention particulière a été attirée par sa compagne de vie, Jennifer Morris, âgée de 33 ans. Les voisins la décrivaient comme la fiancée de l'homme d'affaires plus âgé,
Mais après l'incident, elle semblait avoir disparu, ce qui a soulevé de nombreuses questions auprès des autorités. Les personnes de son entourage décrivaient Jennifer comme une personnalité renfermée qui révélait rarement des détails de sa vie. On ne connaissait que sa relation difficile avec sa mère. Dans de rares moments d'ouverture, elle racontait son enfance difficile dans la maison familiale où elle avait vécu un comportement inapproprié de 2 amis de sa mère. La mère n'avait pas cru sa fille, ce qui avait mené à un traumatisme psychologique profond. La situation était devenue intenable. Jennifer avait quitté l'école et abandonné son foyer, décrivant cette période comme une phase de dépression profonde. Livrée à elle-même, elle trouva sa vocation dans la réparation de motocyclettes. La passion pour les véhicules à 2 roues se développa jusqu'à l'obsession. Elle s'acheta une moto de sport et partageait fréquemment sur les réseaux sociaux des histoires de balades nocturnes à vitesse maximale. L'apparence frappante de Jennifer était complétée par des tatouages marquants, des inscriptions sur la poitrine, l'image d'un revolver sur le biceps et un squelette souriant sur le bras. À 20 ans, elle devint mère, mais le père de l'enfant disparut rapidement de sa vie. Pour nourrir son enfant, elle combina son travail de mécanicienne avec des performances au club Prestige en Pennsylvanie. C'est là qu'elle rencontra en l'an 2012 Mike McNew, âgé de 59 ans, un habitué de l'établissement. Après une conversation décontractée, il l'invita à dîner. Jennifer accepta, mais posa une condition: le règlement de ses dettes d'électricité d'un montant de $1 200. Ainsi commencèrent leurs rencontres régulières dans des restaurants chers et des clubs à la mode. Mike était généreux avec les cadeaux. Bijoux, une moto, une voiture, voyage. Jennifer l'appelait papa, et il était flatté par l'attention de sa séduisante compagne. Le destin avait ses propres plans pour Jennifer. En Mike, elle vit une chance de changer sa vie. Ils partageaient beaucoup, y compris le sentiment d'être des marginaux dans la société. Dans le prospère homme d'affaires, elle trouva non seulement un soutien financier, mais aussi une chaleur émotionnelle. En l'an 2015, ils emménagèrent ensemble. Au début, tout se déroula harmonieusement, mais le temps apporta des changements. Les voisins rapportèrent de sérieux désaccords quelques mois avant l'incident et mentionnèrent une dispute bruyante, après laquelle le couple se serait supposément séparé. Malgré la relation refroidie, ils continuèrent à vivre sous le même toit. Et maintenant, après l'incident, la disparition soudaine de Jennifer soulevait de nombreuses questions. Ce furent les témoignages des voisins recueillis par les enquêteurs. Jennifer semblait avoir disparu, malgré une recherche intensive. Les enquêteurs décidèrent de parler avec les enfants de Mike, qui à ce moment-là tentaient de traiter la nouvelle dévastatrice concernant leur père. La famille se rassembla immédiatement. Patrick accourut de Pittsburgh, sa sœur et sa mère du Maryland. Dans la maison familiale, où ils se rencontrèrent, Patrick partagea avec les enquêteurs son opinion sur la relation de son père. Selon ses mots, il n'avait jamais pris au sérieux la liaison avec la danseuse du club, car il la considérait comme trop vulgaire et égoïste pour une relation durable. Les proches et amis de l'homme d'affaires tentèrent plusieurs fois de le ramener à la raison et l'avertir des conséquences possibles de cette relation. Leurs préoccupations ne semblaient pas infondées. Un incident significatif eut lieu au mariage de Patrick en juin 2016. Le fils ne voulait pas que Jennifer soit présente à la célébration. Mike, qui ne voulait pas laisser seule sa compagne, ne se présenta tout simplement pas à la cérémonie. Malgré le mécontentement de la famille, l'homme continua la relation avec sa jeune élue. Il en fit même la bénéficiaire de polices d'assurance pour un montant considérable, environ $1,5 million. À ce moment-là, sa tendance aux substances interdites et ses possibles aventures étaient déjà connues. La relation avec Jennifer eut un impact significatif sur la relation entre père et fils. Beaucoup soupçonnaient qu'elle semait intentionnellement la discorde pour obtenir le contrôle exclusif sur les finances de son prospère compagnon. En l'an 2017, la situation s'intensifia. Jennifer commença à prendre ses distances. Elle pouvait disparaître sans préavis et revenir tard dans la nuit sans donner d'explication. Son intérêt pour la relation diminua nettement. Pendant cette période, elle eut plus fréquemment recours aux substances interdites.
ce qui mena à de sérieux problèmes de santé et fut arrêtée 2 fois pour possession de celle-ci. De plus, elle causa un incident avec un cycliste qu'elle avait coupé sur la route. Mike continua à soutenir sa petite amie et paya les amendes et frais judiciaires de 2 procédures, environ 4 000 $ mensuels. Peu avant l'incident, selon ce que racontèrent les enfants, Mike partagea ses plans de mettre fin à la relation avec Jennifer et d'annuler le mariage à venir. Pour elle, cela signifiait la perte de tout. Elle aurait dû payer les frais judiciaires elle-même, aurait perdu la maison luxueuse et le mode de vie habituel que son prospère compagnon lui permettait. Patrick et Cathy, les enfants de Mike, n'avaient aucun doute sur les motifs de l'incident. Il ne s'agissait que d'argent. Selon eux, Jennifer n'avait pas pu contrôler ses émotions quand elle comprit qu'elle pourrait perdre son mode de vie habituel. L'examen médical établit le cadre temporel de l'incident. Il s'était produit entre 24 et 48 heures avant que les employés trouvent Mike au bureau. Les spécialistes déterminèrent que l'incident s'était produit de très près. L'examen montra que le projectile s'était divisé en 2 parties lors de l'impact. Une partie toucha une zone vitale, ce qui mena à des conséquences immédiates. Les autorités concentrèrent tous leurs efforts sur la recherche de la principale suspecte, Jennifer Morrissey. À ce moment-là, elle était sous surveillance pour une infraction routière. La police comptait sur sa visite pour le rapport obligatoire avec l'agent de probation. Le calcul s'avéra exact. Le 10 août, 4 jours après l'incident, Jennifer vint au bureau pour payer les frais et se présenter. Elle mentionna à l'agent qu'elle avait vu les nouvelles sur l'incident de Mike et était bouleversée. L'agent de service informa immédiatement les enquêteurs. La situation semblait étrange. L'information sur l'incident était apparue presque immédiatement dans les médias et réseaux sociaux. Pourquoi Jennifer avait-elle attendu 4 jours ? Les enquêteurs organisèrent une rencontre avec elle pour le lendemain. Ils ne révélèrent pas leurs soupçons et dirent seulement qu'ils devaient poser quelques questions sur Mike. En même temps, ils demandèrent l'autorisation de vérifier sa communication. Mais Jennifer, qui se doutait apparemment de quelque chose, ne se présenta pas au rendez-vous. Elle disparut à nouveau pendant quelques jours. Un tel comportement ne correspondait pas à l'image d'une personne qui vit une perte et veut aider aux enquêtes. Selon l'expérience des enquêteurs, c'est ainsi qu'agissent les gens qui ont besoin de temps. Normalement, les gens dans de tels moments préparent des excuses ou tentent de se cacher. Pour Jennifer, c'était risqué. Elle était obligée de se présenter régulièrement à la police. Manquer les présentations lui aurait automatiquement apporté des difficultés supplémentaires. Une arrestation n'était pas encore possible. Il manquait des preuves solides. Pendant que les enquêteurs attendaient pour l'apparition de Jennifer, ils continuaient à rassembler des informations. Ils ont parlé avec un ami proche de Mike. Celui-ci a rapporté un appel récent de MacNews, lors duquel Mike a partagé ses préoccupations. Il avait découvert l'identité de l'accompagnateur de Jennifer, un homme avec le surnom de « l'impitoyable ». Selon les mots de Mike, ce personnage donnait lieu à de sérieuses préoccupations. La situation devenait risquée et il prévoyait de mettre fin à la relation avec sa fiancée pour assurer sa propre sécurité. Derrière le pseudonyme se cachait Charles Coula, une figure connue de la pègre avec un long passé carcéral. Son dossier contenait de nombreux délits graves, particulièrement en relation avec des substances interdites. Sa dernière peine de prison s'est terminée peu avant l'incident avec Mike. Après la libération de Charles, Jennifer a immédiatement emménagé chez lui, bien que beaucoup de ses affaires soient restées dans la maison de l'homme d'affaires. Elle venait régulièrement les chercher et Mike menaçait de les entreposer pour mettre fin à ses visites. Selon l'ami de Mike, la relation de la femme avec une autre personne l'inquiétait, bien qu'il ne veuille pas lui-même avoir de conflit avec certains cercles sociaux. Mike a simplement décidé de mettre fin à la relation. À ce moment-là, Jennifer et Charles avaient déjà rendu public leur projet de mariage sur les réseaux sociaux. Que pouvait offrir un simple employé d'une entreprise pharmaceutique comparé à un homme d'affaires influent ? Jennifer se sentait attirée depuis sa jeunesse par un environnement spécial. Elle avait grandi parmi des personnes complexes. Charles Coula, son nouvel élu, était une personnalité connue dans ses cercles.
Au cours de son activité, il s'était forgé une certaine réputation. Son caractère dominant et sa détermination semblaient attirer la danseuse. Les autorités policières ont reconnu que l'enquête était entrée dans une nouvelle phase. Il y avait un suspect principal, une personne capable d'actions sérieuses contre un homme âgé. Il y a eu la suspicion que le nouvel accompagnateur de Jennifer était venu avec elle chez l'ex-partenaire. Une dispute a éclaté, où ils prévoyaient d'emporter quelque chose, mais la présence de Mike les a dérangés. Juste à ce moment, Jennifer a manqué un rendez-vous obligatoire avec l'agent de probation, ce qui a fourni un motif pour son arrestation. Le 25 août 2017, la police est arrivée à l'atelier de moto où travaillait Jennifer. Elle a été arrêtée pour violation des conditions de probation, ce qui a permis aux enquêteurs de vérifier une éventuelle participation à l'incident avec le fournisseur de médicaments. Plus tard, une codétenue qui coopérait avec la police a rapporté le comportement étrange de Jennifer et ses aveux sur des actions intentionnelles contre Mike. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont partagé leurs moments de suspicion, mais elle a refusé de témoigner et s'est tournée vers un avocat. La femme savait évidemment quelque chose, mais l'information n'était pas à obtenir rapidement. À ce moment est arrivée l'autorisation de vérifier les moyens de communication des éventuels impliqués. Dans l'échange de messages entre Jennifer et Mike, un dialogue troublant a été trouvé. L'homme a écrit à son ex-compagne que tout invité non désiré dans sa maison devait compter avec des conséquences. Apparemment, il avait de sérieuses préoccupations pour sa sécurité. Après ce message, la communication s'est interrompue. Le signal du téléphone de Jennifer a été localisé pendant l'échange de messages près de la maison de Mike. La connexion s'est coupée à 21h45. Cela a confirmé sa présence dans les environs à un moment important. Ensuite, selon les données, Jennifer a conduit environ 20 km vers le sud jusqu'à la caravane de Charles. Elle est arrivée sur place vers 23h, après quoi elle ne s'est plus déplacée. Plus intéressante semblait l'activité du téléphone de Mike. Jusqu'à 1h du matin, il se trouvait dans la maison, puis il s'est déplacé vers la rivière. À 1h30, le signal a disparu. Probablement l'appareil est tombé dans l'eau. La question s'est posée. Qui a apporté le téléphone là-bas, si Jennifer était déjà partie ? Un expert en électronique a découvert que son téléphone s'était connecté le 6 août 2017 vers 21h45 au Wi-Fi domestique de Mike. Étant donné la courte portée du routeur, elle devait définitivement se trouver dans la maison. Au cours des enquêtes ultérieures, les autorités policières ont trouvé un téléphone portable supplémentaire qui appartenait à Mike. L'appareil était protégé par mot de passe et il y avait le danger d'une perte de données avec une saisie incorrecte de la combinaison. Heureusement, une liste de mots de passe que Jennifer utilisait a été trouvée sur l'ordinateur de Mike. Grâce à cette découverte, les spécialistes ont réussi à obtenir l'accès à l'appareil, ce qui a mené à d'importantes découvertes. Il s'est avéré que Mike communiquait intensément avec Jennifer peu avant l'incident. Malgré les tentatives d'effacer la correspondance, les experts ont pu restaurer les messages. Le contenu des dialogues s'est avéré tendu. Mike avait l'intention de s'adresser au FBI avec des informations qui auraient pu mener à une longue peine de prison pour Charles. Compréhensiblement, ce tournant des événements n'a pas plu à ce dernier. Les enquêteurs ont suspecté que c'était précisément cela le déclencheur des événements ultérieurs. Lors de la vérification du téléphone de Charles Kuhl lui-même, il s'est avéré qu'il avait réagi assez calmement, tandis que Jennifer montrait une claire préoccupation. Dans les messages suivants, Mike a proposé un compromis. Il était prêt à renoncer à contacter le FBI si Jennifer revenait vers lui et terminait la relation avec Charles. Le dernier message de Mike était une déclaration d'amour qui est restée sans réponse. L'enquête ultérieure des réseaux sociaux de Jennifer a révélé des détails intéressants. Le jour après l'incident, elle a commencé à diffuser activement des informations contradictoires parmi ses connaissances. À certains, elle a raconté un comportement agressif envers un homme d'affaires âgé. À d'autres, elle a parlé de la décision indépendante de Mike. Et à d'autres encore, elle a assuré qu'elle avait coupé le contact avec lui depuis longtemps et ne savait rien. Les enquêteurs ont évalué cela comme une tentative de créer un chaos informationnel. La participation du couple dans l'incident est devenue évidente
et leurs déclarations étaient nécessaires. En conversation avec les enquêteurs, Charles a étonnamment partagé sa version des événements. Selon ses mots, il n'avait rien à voir avec l'incident. Tout s'est passé par la faute de Jennifer. Ce soir-là, elle est revenue agitée et a raconté que Mike l'avait confrontée avec une arme à feu après une conversation désagréable. Dans la tentative de le désarmer, la tragédie s'est produite. Effrayée, elle a quitté les lieux. Plus tard, Jennifer a demandé à Charles de la ramener chez Mike. Elle voulait vérifier son état et éventuellement apporter de l'aide. Charles, qui ne voulait pas être impliqué, a demandé à son ami Jerry, qui vivait près de là dans une caravane avec sa mère, d'accompagner Jennifer. Pendant les enquêtes, Jerry a commencé à coopérer avec les autorités policiales et a raconté des détails importants sur cette soirée. Il a confirmé qu'il avait conduit Jennifer à la maison près de la rivière, bien qu'il n'ait pas compris initialement le véritable but du voyage. Cependant, quand ils sont arrivés sur place, l'image s'est clarifiée. Jerry a remarqué des incohérences dans les déclarations de Jennifer sur une prétendue altercation physique. La situation dans la maison parlait un langage complètement différent. Selon ces déclarations, le propriétaire de la maison était simplement assis dans le fauteuil. Quand ils sont arrivés, Jennifer n'a même pas essayé de vérifier son état ou d'offrir de l'aide. Au lieu de cela, elle s'est mise à chercher des objets de valeur. Elle a pris la montre de la main de son ex-partenaire, a emporté l'ordinateur portable et a jeté son téléphone dans la rivière. Après cela, Jerry l'a emmenée à la caravane de Charles. L'enquête a révélé des traces d'ADN de Jennifer sur les poches des vêtements de son ex-partenaire, qu'elle avait fouillés. Charles, son partenaire actuel, avait un alibi solide. Peu avant l'incident, il avait eu un grave accident de la circulation. À ce moment-là, il se déplaçait en fauteuil roulant, pouvait à peine marcher et n'était physiquement pas en mesure d'être impliqué dans l'incident. Il a également souligné qu'il était en liberté conditionnelle et comprenait très bien que tout problème juridique était absolument interdit pour lui. Les enquêteurs ont trouvé ces arguments convaincants et ont confirmé qu'il se remettait effectivement de l'accident au moment indiqué. Le 29 septembre 2017, Jennifer Morris a comparu devant le tribunal pour actions intentionnelles, enrichissement matériel et dissimulation de preuves. Le procès fut programmé pour le 24 janvier 2019. L'accusation a lié son acte à une série d'événements antérieurs. Le motif principal était que son partenaire aisé avait refusé de continuer à financer son style de vie dispendieux et avait mis fin à la relation. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut son intention de s'adresser au FBI. De plus, Jennifer espérait obtenir un avantage considérable. Elle réclamait une prestation d'assurance d'environ un demi-million de dollars. Tous ces faits ont été soutenus par de nombreuses preuves matérielles. L'enquête a rassemblé un volume impressionnant de matériel, de nombreux enregistrements de conversations, des rapports d'expertise et des témoignages de témoins. Cependant, la figure clé de l'affaire est devenue Jerry, une connaissance du nouveau petit ami de Jennifer. Son témoignage dans la salle d'audience s'est avéré décisif. Jerry a raconté comment l'accusé est retourné sur les lieux du crime et a tenté d'éliminer des preuves. Pour sa collaboration dans les enquêtes, il a été exempté de responsabilité. La même décision a également été prise pour son petit ami Charles, qui malgré la dissimulation de preuves et la destruction d'un objet important, a accepté de témoigner contre sa compagne. Au procès ont également témoigné ceux qui étaient avec Jennifer en détention préventive. Cependant, la défense a insisté sur le caractère pacifique de l'accusé et a souligné l'absence de tendances agressives. Pour confirmer cela, Jennifer a décidé de prononcer un discours. Dans son récit, elle a décrit comment elle était allée chez Mike pour récupérer des objets personnels. Selon ses mots, il l'a reçue agressivement, avec un objet à la main, l'a insultée et lui a refusé l'accès. Une bagarre s'est développée pour le contrôle de l'objet en question, pendant laquelle le malheur s'est produit. Jennifer a affirmé qu'elle s'était défendue parce qu'elle craignait pour sa sécurité. Cependant, sa version contredisait les faits. Mike a été trouvé assis dans le fauteuil, pas à l'entrée. Les experts ont présenté des preuves de l'intentionnalité des actions. Les experts ont établi que la distance entre l'objet et la personne était d'environ 3 cm.
Le 1er février 2019, le jury s'est retiré pour délibérer. Le tribunal a trouvé Jennifer coupable de tous les chefs d'accusation. Crimes graves, vol et falsification de preuves. Elle a reçu la peine maximale sans possibilité de libération anticipée. Pendant tout le procès, elle n'a montré aucun repentir. Le procès a été particulièrement difficile pour le fils de Mike. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas pardonner à l'accusé d'avoir détruit sa famille. Son enfant est resté sans grand-père et lui-même sans père. Ses dernières conversations avec le père ont été assombries par des conflits et cette situation ne peut plus être corrigée.